National Trouvez-moi sur une profession de foi du Front National l'idée qu'il faut sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. J'ai donné à Madame Salamé, je lui ai donné une profession de foi, je la mets au défi. Non, mais Voilà. On l'entend souffler Léa Salamé, c'est extraordinaire. Léa Salamé n'est pas contente, hein. En plus il l'a un peu prise à partie, là, il l'a mise au défi, et ouais, sa tête, ils sont pas contents hein, les deux, hein. D'ailleurs c'est ce duo, il faudrait leur trouver un nom, je sais pas si c'est Bonnie and Clyde ou je ne sais pas, vous avez peut-être des idées, je vais regarder un peu le chat, comme Aziza avec Cheikh Cheminade ou Attali avec Chouard, exactement, je voulais en parler. Peut-être pas justement Caron ou les autres n'ont pas d'argument, ils cherchent à pousser l'invité dans ses retranchements histoire de passer pour quelqu'un de violent, faut pas tomber dans ce piège. Quelle agressivité ils ont envers Asselineau, c'est des hyènes. Voilà, non mais ils ont tout à fait capté, hein. Non mais c'est extraordinaire. Il y a une agressivité quand même qui est pas très normale. Hein. Donc nous avons affaire. Comment ? Vous en foutez de ce que je vous raconte. Voilà, je vous en foutez de ce que je raconte. Non, on s'en fout pas, mais tu réponds pas à la question. Il ne parle pas de la même chose, mais on ne s'en fout pas de ce qu'il. Mais il est d'une agressivité autant arrogant, ce Émeric Caron, c'est incroyable. En plus, vous vouliez qu'il vienne travailler à Meta TV. Bah, c'est pas. Vous voulez nous troller quoi, vous voulez qu'il vienne. Je vous dis que je l'ai trouvé sur le site internet. Oui, mais vous savez, alors mais vous allez aller sur notre site internet. Oui, j'y suis allé. Et sur notre site. Ah voilà, il a placé son petit regard vers. Alors là, c'est marrant. Je vais remettre un petit peu parce qu'il place un tout petit regard vers vers Ruquier. Encore une fois. Non, mais Encore une fois, ce regard complice. Vous en foutez de ce que je vous raconte. Je vous dis que je l'ai trouvé sur le site internet. Voilà, il essaie de se défendre. Ça, à chaque fois, il peut pas répondre à Céline. Ça, c'est constant dans le truc. Oui, mais blabla. Et on lui enchaîne une question. Il a jamais le temps de s'expliquer. Ah, mais ils sont très forts. Et vous savez, alors mais vous allez aller sur notre. Il n'y a même pas de plan sur lui, vous voyez, il parle dans le vent là, vous voyez dans le montage. Non mais, non, mais je vous assure, moi je ne vois que le montage, je pète un câble, je me dis mais attendez, il n'y a même pas de plan sur lui. C'est-à-dire que ça prouve quand même la malhonnêteté, on a présenté le plan d'un Caron excédé plutôt que nous montrer un Céline qui parle. Site internet. Oui, j'y suis allé. Et sur notre site internet. Voilà, et hop, il fait un petit regard, il a placé son petit regard envers, Ruquier, puisqu'ils sont bien complices tous les deux sur cette affaire. Vous verrez que nous avons fait un recensement très précis des déclarations faites par Madame Le Pen et par ses lieutenants. C'est d'ailleurs exactement la même chose qu'au Parti Socialiste ou à l'UMP. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui dit blanc, quelqu'un qui dit noir, quelqu'un qui dit gris, quelqu'un qui dit rouge, quelqu'un qui dit bleu, quelqu'un qui dit vert. Alors vous allez pouvoir trouver effectivement une personne qui va dire « Ah oui, on va faire un référendum ». Mais après vous trouverez Madame Le Pen qui... allez voir notre site. Voilà, allez voir notre site, il rigole déjà, vous voyez, j'ai déjà un petit rictus, le père Caron, je vais voir votre site, il est allé voir, il a plein de choses à dire évidemment sur le site. Et Asselineau, évidemment, et c'est vrai, ils ont fait un dossier là-dessus pour montrer qu'il y avait la plus grande contradiction entre toutes les déclarations des dirigeants du Front. Bon, bah, ce dossier existe, hein, c'est vrai, il est là, néanmoins. Caron qui disait tout à l'heure, vous en foutez de ce que je vous dis, là, on a l'impression que c'est lui qui se fout de ce que Asselineau dit, visiblement. Madame Le Pen qui, dans une émission de télé, dit « Nous n'avons jamais proposé de sortir de l'euro ». Voilà, il explique quelque chose, mais ouais, on s'en fout, l'argument, peu importe, il faut qu'il soit assimilé au Front National, et il faut qu'on explique que le Front National, c'est comme l'UPR. Peu importe qu'on dise, oui, mais Madame Le Pen, elle dit dans une émission, le Front National ne pas sortir de l'euro, ce qui aucun dirigeant de l'UPR ne pourrait dire, puisque c'est le but de l'UPR. Donc c'est complètement fou, cet argument est balayé, on ne l'écoute pas, de toute façon on est dans une émission de télé, on n'est pas là pour l'écouter. Et reprocher, c'est de pas aller assez loin, Marine Le Pen. Alors là c'est énorme. Alors là il est énorme, Caron. Il dit carrément à Céline, ce que vous leur reprochez, c'est de pas aller assez loin, Marine Le Pen. C'est-à-dire c'est le plus nazi des nazis, il est encore plus méchant que méchant que méchant. Il est Asselineau, c'est... Ah bah, c'est encore permis, hein. Donc c'est au-dessus, voilà, c'est Hitler, quoi. Enfin, vous êtes pas assez loin, quoi. Vous allez pas assez loin. C'est-à-dire dans ce qui est censé être mauvais, puisque pour un monsieur hein, comme là, monsieur L'Oréal, là, pour lui forcément sortir de l'Union Européenne, c'est fasciste, c'est extrémiste. D'ailleurs, il va donner une définition ensuite du nationaliste qui est assez surréaliste. Mais Madame Le Pen, c'est pas la seule chose que je lui reproche. Madame Le Pen, c'est... Alors, voyez, ça, c'est un montage. Je ne peux pas croire que la réponse à ce que vous nous reprochez, Madame Le Pen, c'est de pas aller assez loin, et la réponse d'Asselineau, qui visiblement, il manque une partie de la réponse, vous voyez. Ça, c'est typique de ces petits montages que la production s'est permis. C'est de pas aller assez loin, Marine Le Pen.
Mais Madame Le Pen, c'est pas la seule chose que je lui reproche. Mais Madame Le Pen, ce n'est pas la seule chose que je lui reproche. Genre, donc, ça veut dire que lui, il reprocherait donc à Marine Le Pen de ne pas aller assez loin, assez lino. Non mais, quand il dit ça, alors là, soit il y a une erreur de montage, soit on ne comprend pas du tout ce qu'il dit, mais il dit, en tout cas, il dit, c'est pour ça que je pense qu'il y a eu un coupage à ce moment-là, et ça me paraît évident, parce que lui, justement, quand il dit ça va pas assez loin, c'est pas assez loin dans le sens plus méchant, c'est assez loin dans le sens pas clair, c'est assez loin dans le sens, oui, c'est bien beau de dire, oui, l'Union Européenne c'est pas bien, mais si tu veux pas en sortir, quel est ton jeu? Voilà, c'est les questions qu'il pose sur la table. Et là, on voit bien le montage, comment il est fait, c'est hallucinant, quoi, pour le faire passer pour plus méchant que méchant que méchant. La population. Vous savez, j'ai fait 280 conférences à travers la France depuis 7 ans. L'autre jour, j'étais à Nevers. À Nevers, il y a des gens qui sont venus à ma conférence et qui m'ont dit, tiens, on était allé voir la conférence de M. Philippot quelques semaines avant, parce que pendant les Européennes, parce que M. Alors là, même lui-même, ça se voit, il se laisse embarquer dans le jeu télévisuel, d'ailleurs, puisqu'ils ont choisi en plus cette séquence. C'est une séquence finalement qui n'apporte pas grand-chose, hein, sinon de démontrer effectivement qu'il y a une grande différence entre lui et sa simplicité, c'est vrai, et celle des cadres du Front National, qui sont certainement dans un truc beaucoup plus showbiz, entre guillemets, mais c'est normal, c'est des gens qui sont beaucoup plus dans le système, je veux dire, ils sont tous députés européens, etc., machin, etc., et puis il y a des dangers qui pèsent sur eux, il est vrai quand même. Donc, mais je trouve qu'on s'embarque dans une histoire franchement, qui n'a pas sa place, mais bon. Philippot, figurez-vous qu'il vient, une partie des gens du Front National viennent copier nos analyses. Ça, c'est exact. Bon. Il le dit, mais c'est vrai, il faut bien l'admettre, le Front National s'est lourdement inspiré de l'UPR. On avait même vu Marine Le Pen brandir une analyse de l'UPR dans une grande émission avec Pujadas, donc dans laquelle ils avaient copié un dossier de l'UPR sur les européennes, justement. Donc il est vrai que le Front National vient puiser ses idées au sein des analyses de l'UPR et puise allègrement, si j'ose dire, dedans. Il y en a plein qui disent mais c'est une bonne chose, comme ça ils démocratisent les idées, etc. Oui, il faut voir ce qu'on en fait des idées à la fin aussi. Et à moins que ce soit le contraire. Il y a eu un fort... Alors ouais, une place à moins que ce soit le contraire. Mais c'est ne rien connaître, monsieur Caron, parce qu'à moins que ce soit le contraire, non, ce n'est pas le contraire. Il faut analyser. Là, on ne peut pas dire que ce soit le contraire. L'UPR ne s'inspire pas du Front National. C'est le discours de l'UPR. D'ailleurs, même, il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. Même, je voyais quelqu'un comme Adrien Bozzi qui disait que le discours de l'UPR avait ringardisé le discours du Front National. Donc moi, c'était une analyse que je partage totalement parce que, effectivement, l'UPR a amené quelque chose de plus clair sur ce qu'est l'Union Européenne et sur les objectifs. Et même au Front National, justement, l'UPR a permis, certainement, à la base du Front National, de faire évoluer l'idée de l'Union Européenne jusqu'au point où aujourd'hui les hautes instances ont pris cette question à bras-le-corps et sont obligées de proposer un référendum. Donc l'UPR a influencé ce qui se passe au Front National et pas l'inverse. Donc ça, évidemment, méconnaissance pour un ignorant comme M. Caron, c'est pas étonnant. Une démocratique qui s'est passé à Paris, M. Philippot est venu se cacher derrière un pilier. Il est vrai, cette anecdote, j'étais présent le jour de ce congrès, le Forum démocratique, et il est vrai que M. Philippot assistait à cette conférence et qu'il prenait des notes et qu'il écoutait très assidûment le discours de M. Asselineau et il voyait évidemment les réactions de la salle qui étaient profondément d'accord avec cette idée de renouer avec un patriotisme, avec l'idée d'un peuple souverain et qui reprenne son destin en main. Voilà. Prendre des notes. Il y a des gens qui sont venus le voir, mais vous savez pas, M. Philippot, et il a dit... Vous étiez sûr que c'est pas Mme Morano parce qu'elle fait ça aussi. Non, oui. Mme Morano, je ne sais pas si elle aurait compris. Voilà, c'est bon, il fait sa petite blague sur Morano. C'est la seule fois où on les verra d'ailleurs lui accorder un moment de paix. Hein. Ils vont rigoler avec lui. Alors M. Philippot, lui, a quand même compris. Même Caron rigole. Hein. Le sourire du diable, même lui arrive à rigoler, il se dessert. Hein, pour taper sur Nadine. C'est un peu facile. Je reviens à mon histoire, parce que je reviens à mon histoire. Voilà, il revient à son histoire, il ne devrait pas. Donc cette personne qui est allée voir Philippot, elle dit, il voulait voir ce que c'était, puisque tous les médias disent, voilà, le Front National était diabolisé. Il est tombé de haut.
Oui, bah oui, il est tombé de haut, un peu comme eux, hein, parce que regardez leur gueule, eux aussi ils sont tombés de haut, ou genre ils sont tombés du lit, mais en tout cas ils sont pas très enjoués en fait d'écouter François Asselineau, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, M. Philippot est arrivé avec des gardes du corps, hein, vous savez, des lunettes noires, puis Ils font comme nous, ils trollent hein, à France 2. Hein. avec des Rottweilers en laisse, entourés. Bon. Moi, quand je fais mes conférences, Des Rottweilers en laisse, ça c'est drôle quand même. Bon, ça c'est l'humour Asselineau, je pense. je suis entouré de... J'ai pas de garde du corps. Personne ne veut m'agresser. Ensuite, M. Philippot Ouais, il fait sa petite tête oui. Parce que, ce Caron, franchement, on a envie de lui couper les cheveux. a fait un discours de 30 minutes où il a tapé un peu sur l'Europe de Bruxelles, ça c'est normal. Hein. Oui, l'Europe de Bruxelles, sans jamais dire qu'il fallait sortir de l'Union européenne. Voilà, ce qu'il est vrai, voilà, c'est ça le point d'orgue, hein. C'est ça le point tabou, parce que même, moi je suis bien obligé de le constater, même ici, c'est une question curseur. Quand on parle de l'Union européenne à chaque homme politique, on voit sa réponse, je suis désolé, mais ce sont des questions qui vous placent d'un côté ou l'autre de la barrière. Un peu comme les questions monétaires, les questions sur l'OTAN, ce sont des questions curseurs, voilà. Et encore moins en parlant de l'article 50. Et pendant les 25 minutes restantes, c'était taper sur les Arabes, les Roms, les immigrés, l'islam, etc. Devant une foule de frontistes qui étaient effectivement fanatisés. Voilà, donc là ça plaira aux frontistes fanatisés qui écoutent Philippot évidemment. Donc vous voyez, c'est clair, c'est la guerre toujours entre l'UPR et le Front National. On n'est ni de droite ni de gauche, c'est ça, on est juste anti-européen. Mais on n'est pas juste anti-européen. Ah oui, c'est pas juste anti-européen, c'est vrai que c'est caricatural. Et ça, c'est vraiment l'élément clé depuis le début, c'est de simplifier, de caricaturer le discours de l'UPR. Donc, on est anti-européen, ce qui ne veut rien dire. On est anti-européen. Hein, et quoi, ils seraient contre l'Europe, hein, dès qu'ils voient l'Europe quelque part, ils sautent sur leur chaise. Non, ça n'a pas de sens. On a un programme qui, je pense, est le programme le plus construit de la politique française. Alors bon, donc, ils sont d'une... Oh là là, mais ils sont d'un mépris. C'est vraiment le mépris total, hein, je veux dire. Et puis ils ont laissé hein, à la production ça. Hein, c'est un peu comme les images de match enseigne. Le mépris, ils l'ont laissé. La blague, il n'y a rien dans votre programme. La blague, il n'y a rien dans votre programme. Voilà. Ça, c'est ce que dit Caron. C'est-à-dire, je vous dis, c'est vraiment le crachat, genre, la blague. Hein, votre programme, c'est une blague. Hein, ça n'existe même pas. Alors on me dit, Asselineau rentre dans le jeu des merdias des politiques, c'est à son désavantage. Calme-toi, clique sur l'ogritrol. Ah oui, ça c'est vous, faites vos petits messages. J'adhère à l'UPR, faites-en autant, il est un des rares à dire la vérité. Voilà, bah voilà, je sais, voilà, ça va débattre, évidemment, moi Caron, j'ai envie de lui faire une coupe au niveau du cou, et pas que les cheveux, tu m'étonnes, Caron, une tête de dépité, à l'opération, on va le tondre, effectivement, bon, Caron, il a pas trop la cote, hein. C'est vrai que ça améliore pas sa cote, hein. Adhérer à l'UPR, c'est prendre une impasse, le cul-de-sac, vous savez tous qui n'atteindra pas le trône, soyez-en sûrs, sera là beaucoup plus de chance. Ah, la grande bataille ER-UPR, on en reparlera de toute façon, puisque c'est dans la partie d'après, et puis je crois que là on va faire une petite pause parce que c'est l'heure. Si la régie elle est prête, en plus on vous a concocté, alors là ça va vous plaire je pense, on vous a fait des petites pauses, on a mis du temps aussi, mais on a de quoi vous plaire, nous aussi on a de la ressource, voilà, parce qu'il y a quand même des invités assez fabuleux sur le plateau, et mais qui sont ces invités, peut-être vous ne les connaissez pas, et ben ce sera le moment de les découvrir. Voilà, on vous met des petites chansons pour la pause, des petites vidéos qu'on vous a préparées comme d'hab. Et puis on revient juste après pour ce déboulcage. À vous la régie. Voilà, donc de retour après la petite pause. Hein, on vous a mis du Sardou, c'est subliminal parce que vous avez vu que Sardou était l'invité. Évidemment, il va parler après, on va voir ce qu'il va dire. Sardou, c'est assez intéressant. Assez sur le cul. Alors, sinon, ouais, on me dit, voilà, par exemple, il y a du Mange, il me dit, ce genre de programme est un procès à charge contre Asselineau, aucun débat de fond, le rythme manipulé par le montage de stagiaires. Non, moi je crois justement montage de mecs qui voulaient vraiment, qui savaient ce qu'ils faisaient. Un peu fiotte, voire totalement sur les bords, il n'y a même pas un décor correct, tout est dégueulasse, la grande manip de merde comme d'habitude. Bah oui, c'est un procès à charge, hein. Ça paraît évident et on va bien le voir parce que après,
Voilà, on me dit, oui, ils font des pauses de combien? Ben, ça y est, mon cher Zelokito, la pause, elle est terminée. Et on va revenir justement à cette intervention, parce que, évidemment, ça va partir. Eh oui, ça va partir en testos. Mais vous l'avez vu? Il fait 60... Ah oui, j'ai passé des heures sur Il votre fait site 60... internet. Écoutez, Alors, il dit, j'ai passé des heures, parce que c'est vrai que le programme, là on était sur le programme d'Asselineau, il dit ce programme est vide. Or, il est vrai que c'est le programme de l'UPR, non, il n'est pas vide. On peut ne pas être d'accord, mais il n'est pas vide. Il y a quand même des choses et il y a matière à discuter. Et vous allez voir que les sujets qu'ils ont trouvé à discuter, alors là, c'est fantastique. s'il n'y a Il y rien a dans une notre idée. programme... Vous savez, votre programme, je vous réponds tout de suite. Il y a une idée. Je vous réponds tout de suite, encore une fois, alors qu'il voulait pas répondre, il disait qu'il n'y avait rien à 2 secondes. Et votre programme, c'est il faut que la France sorte de l'Union Européenne. Et puis, Ah oui, alors ça on a compris, voilà, il faut que la France sorte de l'Union Européenne. Comme si tout se résumait de façon caricaturale et simpliste à cette seule idée. Évidemment que c'est une idée centrale, mais si on parle du programme, et là, il faut faire votre travail, monsieur Caron, aller un peu au fond des choses, quand même, le programme de l'UPR, il y a de quoi étoffer, il y a des sujets sur lesquels parler, il y a la proposition du référendum d'initiative populaire, il y a la proposition de développer les liens avec les dom-toms, la proposition de... En fait, il y a pas mal de choses aussi, à un moment donné, où on demande l'avis au peuple. Et ça, vous allez comprendre que c'est pas le fort de ces gens-là de demander l'avis au peuple. Non, eux, ils n'ont pas d'avis à demander. sur toutes les questions importantes, les questions sociales, etc. Alors vous avez 2-3 petites choses précises comme ça que vous sortez quand même, mais Voilà, bon, et 2-3 petites choses quand même, 2-3 petites choses, bah juste des renationalisations, 2-3 petites choses, pas comme ça. Hein. sur toutes les questions importantes, dites on en discutera plus tard. Alors ça, c'est extraordinaire, voilà, cette séquence. On vous explique, Caron dit, on vous expliquera plus tard. Alors qu'en vrai, pour qui s'est intéressé à vraiment analyser la chose, il n'est pas dit seulement on en discutera plus tard, c'est aussi on demandera l'avis aux gens plus tard. Et c'est ça cette nuance que nos deux oiseaux là, ils n'arrivent pas à faire la différence. Monsieur Caron, lui, évidemment, qui est le bon symbole on va dire, de cette oligarchie, vous savez, de ces gens serviles au service d'une idéologie, parce que lorsqu'il était devant BHL, il se courbait, il se couchait beaucoup plus. Oui, il y a 3 morts en Israël quand même, je sais, c'est mastifique, mais il y a 2000 morts. Et il sait très bien qu'il va faire son succès d'estrade avec justement cette claque qui a applaudi. Là. On se demande qui les avait sortis ce jour-là, monsieur Caron, il faudra demander à Ruquier parce qu'il y avait de la claque ce jour-là aussi. C'est pas le moment d'en parler. C'est pas le moment d'en parler. Mais oui, c'est pas le moment d'en parler. Mais ce qu'il comprend pas, c'est qu'on en parlera plus tard pour justement demander l'avis au peuple, ce qui est complètement différent quand même. Tu vois, il faut quand même remettre les choses en place. Non, pas toi en même temps, Émeric. Alors, il demande à parler, vous avez vu le pauvre Asselineau qui demande la parole, comme à l'école, malheureusement, à la télé, ça passe pas. Nous avons un programme qui est inspiré directement du programme du Conseil national de la résistance de 1944. Alors ça, c'est pareil. C'est un argument, évidemment, qui pèse auprès de gens qui ont une connaissance de l'histoire, mais on sait très bien que dans ce genre d'émission, il faudrait réexpliquer aux gens ce qu'est le Conseil national de la résistance de 1944, parce que beaucoup de gens, alors pas évidemment, vous qui nous regardez en ce moment, vous êtes tous, j'ai envie de dire, beaucoup en tout cas d'entre vous au top sur cette question, mais je suis sûr que même parmi vous, il y en aurait plein qui devraient s'intéresser. Si vous ne connaissez pas ce programme, intéressez-vous à ce programme, aux gens qui ont porté ces idées politiques, et surtout quelles sont ces idées politiques qui figuraient dans ce programme du fameux Conseil national de la résistance. Et donc là, il fait une référence, en fait, qui est un peu presque anachronique, vous voyez, pour tous ces gens. Là, on a comment on appelle ça, un Sardou un peu médusé, qui a l'air de se faire chier, d'ailleurs, depuis tout à l'heure. On verra, d'ailleurs, le père Sardou, le moment où il va intervenir, c'est fabuleux. Donc nous avons dedans... Il se fait vraiment chier, je précise. Des pans entiers de ce programme qui intéressent considérablement la population, y compris en termes sociaux. Par exemple, nous avons prévu l'interdiction de privatiser ou la renationalisation de EDF, de GDF, de la Poste, de la SNCF, des réseaux de Luxembourg. Elle est là, la journalope, TF1. Bah oui, il y a la renationalisation de TF1. Alors ça leur plaît pas à la télé. Ah bah ça oui. Écoutez, moi-même, du temps que j'étais dans l'UPR, je me disais à Asselineau, évidemment, que c'est une mesure que dans les médias, ils vont prendre, mais le plus mal possible, évidemment, puisque vous êtes en train de leur expliquer, je vais vous enlever votre pain.
il est en train d'expliquer à ces gens-là qui vont être au chômage. Il est en train d'expliquer à ces gens-là que, bien sûr, tous ces gens qui n'ont pas leur place, tout ça va dégager. On va leur faire une belle cuvette, vous voyez, comme avec Lagerfeld, et hop, il y aura tout un package dedans. Il risque bien d'avoir Salamé et Caron là-dedans. Donc, forcément, ça ne peut pas leur plaire. Et donc, on lui rebalance, et TF1, donc comme un crime de lèse-majesté, puisqu'évidemment, il est à la télévision, et qu'on se soutient, entre journalistes. Des réseaux TF1, de TF1. TF1, elle insiste évidemment. Et ça, c'est vrai que pour le moins, François Asselineau, comme s'il ne s'était pas préparé à ces questions, alors que c'est précisément ces questions sur lesquelles on l'avait interrogé. C'est évident, à la télévision, on avait lui parler de cette renationalisation de TF1. Et là, il va donner une réponse qui est une réponse d'expert pour moi. Renationaliser TF1. Oui, TF1. Pourquoi renationaliser TF1 Voilà, on lui pose la question, pourquoi renationaliser TF1 ? Parce que TF1, c'est l'organe numéro 1 de formation de l'opinion publique en France, appartient à des intérêts privés, la maison Bouygues, dans laquelle il y a notre... Il bafouille, comme s'il n'était pas sûr de lui, parce qu'il sait que, en fait, non pas qu'il donne de fausses informations, mais c'est comme si qu'on va sur un terrain glissant, vous savez, de parler de choses qui, aujourd'hui, ces gens ne maîtrisent pas totalement, parce qu'il faut avoir quand même une certaine grille de lecture, une certaine grille de compréhension de ce qui est en train de se passer pour comprendre ce qu'il va dire. Notamment 20% dans le capital de TF1 qui sont détenus par American Funds, c'est-à-dire des fonds de placement américains. Voilà. Donc il vous explique que 20% de TF1 est détenu par des fonds de pension américains. Le commun des mortels n'y comprend rien. Déjà, la majorité des gens ne savent même pas ce que c'est que les fonds de pension. Et ils ne peuvent pas comprendre pourquoi ce serait dangereux qu'un simple fonds de pension, donc une entreprise comme ça, prenne des parts dans des télévisions, puisque toutes les entreprises, on sait, le monde capitalistique est plein de ces prises de participation. Bon. Mais ce qui se cache derrière, évidemment, mais ça c'est seulement le spécialiste, l'expert qui peut le comprendre. C'est pour ça que son exemple sur la nationalisation de TF1, je trouve que sa justification n'est pas assez forte. Il aurait dû pointer le doigt sur les manipulations de TF1, il aurait pointé le bout doigt sur, comme l'a fait Pierre Carl, sur la concession qui a été accordée à TF1 sans débat. On lui a redonné la concession encore à Bouygues sans débat, en disant que Bouygues a rempli ses objectifs, alors que le documentaire de Pierre Carl, on voit clairement que TF1 n'a pas rempli ses objectifs, en particulier tout ce qui concernait les missions culturelles, etc., toutes les véritables missions de service public. Donc, TF1, c'est une chaîne poubelle, d'ailleurs, on le sait, TF1 c'est devenu vraiment la chaîne la plus poubelle, et il aurait dû mettre le doigt sur ça, sur ces dysfonctionnements, sur le fait que TF1 n'a pas rempli ses objectifs, et qu'il faut récupérer cet outil, parce que c'est honteux qu'on ait laissé un outil comme ça à quelqu'un qui avait promis quelque chose et qui ne l'a pas fait. Or, si vous voulez, cet exemple, sur l'American Fund, les fonds de pension qui possèdent une partie de Bouygues, etc., et du danger que ça peut comporter pour un média d'être détenu par des puissances étrangères, ça n'apparaît pas au commun des mortels. C'est une vision déjà de quelqu'un d'éclairé. C'est une vision peut-être que justement, que ici on pourrait développer, vous allez être sensible à cet argument. À France 2, déjà, même sur le plateau précisément, ils sont tous un peu circonspects. Faut voir la jeune fille derrière, vous voyez pas bien sa tête, mais elle est comme ça en train de se demander, mais qu'est-ce qu'il me raconte, elle ne comprend pas visiblement ce qui est dit. On a d'ailleurs la tête de Léa Salamé dans l'écran, toujours aussi charmante, Léa Salamé. Je crois qu'on va lui attribuer le prix du sourire. C'est la meuf qui sourit quand elle se brûle, tu vois. Et encore. Voilà. Nous estimons qu'une entreprise comme TF1, qui a un rôle leader dans la formation de l'opinion publique française, doit... Voilà, qui a un rôle leader, c'est vrai, c'est la plus grande chaîne. Il est vrai que c'est la plus grande chaîne, une concession qui a été accordée et sur laquelle il faudrait peut-être revenir. Mais bon, voilà, mais après, évidemment, l'histoire d'American Fund, personne n'y a rien compris. Peut-être une entreprise publique. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, François Asselineau. Alors d'ailleurs, elle le dit, elle ne comprend pas, alors qu'elle nous explique. Alors là, elle va donner un argument surréaliste. Votre programme tient en 3 choses. Il faut sortir toute affaire cessante de l'euro, de l'Union européenne et de l'OTAN. C'est ce que vous martelez et c'est ce que vous voulez faire. Ce que je ne comprends pas, c'est... Alors, ce qu'elle ne comprend pas, et là vous allez voir le raisonnement absolument tordu de Léa Salamé. Que ce programme-là, ces idées-là, elles marchent en ce moment en France. Ah bon? Elle marche en ce moment. Oui, il y a une forme, oui, il y a une dissidence, il y a une partie des gens
évidemment, qui est rentré en résistance, en opposition, on l'appelle comme on veut, cette mouvance, qui est en train en tout cas de s'opposer véritablement au système établi. Ça, c'est une réalité, oui, Madame Salamé. Et elle dit alors, et là, elle va faire la simplification absolue. Elles sont reçues par au moins 30% des Français qui pensent un petit peu comme vous. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça ne se retrouve pas dans les urnes. Pourquoi vous faites 0,56% en Ile-de-France aux européennes ou 0,41% au niveau européen quand Marine Le Pen fait 27%? Pourquoi votre... Voilà, donc tout de suite, le rapport est ramené au Front National. C'est-à-dire qu'on nous explique que l'UPR, on compare son chiffre à celui du Front National parce que ce serait la même chose, alors qu'il a beau s'évertuer pendant 2 heures à dire « je ne fais pas la même chose », vous voyez, on lui dit « oui, mais vous êtes la même chose que le Front National, pourquoi vous ne faites pas le même score ?» J'ai envie de poser la question à Madame Salamé, mais l'UPR bénéficie-t-il de la même exposition que le Front National dans les médias? Dans ce cas, accordez-lui le même temps de parole, et après on pourra peut-être juger des scores. Discours qui pourrait marcher dans une frange de la population qui voudrait sortir immédiatement de l'euro et de l'Union européenne et de l'OTAN. Alors, qui pourrait marcher dans une frange de la population? Déjà, ils mettent des écarts avec nous, je vous le dis, dans une frange, et puis vous allez voir, ça va pas s'améliorer. Pourquoi est-ce que ça ne paye pas dans les urnes? Ça ne paye pas dans les urnes. Bon, déjà, est-ce que ça doit payer les urnes? Je ne sais pas, c'est une métaphore que je lui laisse. Et ensuite, on pourrait se poser la question aussi, pourquoi en France, il y a un blocage médiatique systématique de certaines idées? Parce qu'évidemment, on parle de François Asselineau, mais il n'est pas le seul. Moi, je n'ai jamais vu Pierre Hilard à la télé, je n'ai pas vu Jacob Cohen, je ne vois pas Marion Sigaud. Et encore, je sais que beaucoup d'entre eux s'y refusent actuellement, parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans ce jeu-là, et ils ont bien raison. Parce que finalement, je vous dis, c'est ce qui va finir. Plus personne n'ira les voir. Ils ont dit déjà, le Front National n'y va pas. J'invite, moi, tous les partis à boycotter cette émission, évidemment. J'ai l'impression que vous blaguez un petit peu. D'ailleurs, voilà, Asselineau, évidemment, a cette phrase fabuleuse pour moi, qui j'ai l'impression que vous blaguez un petit peu, tellement son propos n'est pas sérieux, sa question, il est surréaliste, il a tombé sur le cul, en nous expliquant, je suis boycotté de partout, personne ne veut me voir. Bon, c'est ce qui peut représenter une réalité, puisque les médias, et je peux en témoigner, effectivement, ont tout fait pour empêcher ce monsieur Asselineau de passer à la télé, parce qu'il y avait, semble-t-il, il faisait partie d'une liste de gens, ah non, surtout pas, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'il est plus ou moins étonné quand même de cette analyse absolument incroyable de Léa Salamé. Il dit, pour lui, c'est une blague, quoi. Vous blaguez, quoi, c'est pas possible, c'est pas sérieux. Quand vous dites que notre programme se limite à 3 choses, encore une fois, j'insiste, notre programme est extrêmement détaillé sur des quantités de choses. Voilà, c'est vrai, il lui dit, mais il la remet en place, parce qu'elle dit, ça se limite à 3 choses. Bah oui, non, ça se limite pas à 3 choses. C'est vrai que c'est 3 axes importants, mais il en existe d'autres. Et on peut pas, effectivement, réduire les choses comme ça. Mais bon, les médias ne sont pas là pour l'embellir. En tout cas, on n'était pas là pour lui servir la soupe ce soir-là. Répondez-moi. Répondez-moi, et puis elle est agressive, elle est mauvaise. Répondez-moi à ma question. Répondez-moi à ma question, c'est le tribunal, répondez-moi à ma question. Je vous dis, on avait vu la juge avec la séance de Jean Corbeau, avec 10 ans de plus, c'était la même, bien sûr. Répondez-moi à ma question. Pourquoi vous faites 0,41%? Attendez, j'ai pu répondre. Pourquoi vous faites 0,41%? Et pourquoi toi tu racontes des conneries à la télévision? Pourquoi tu gagnes 10 000 € pour nous empoisonner la vie tous les samedis soirs? Explique-nous. Et je voudrais quand même terminer sur l'affaire du programme, parce que si le programme qui fait 68 pages, qui est sur Internet... Alors évidemment, il n'est pas à son avantage, il commence à suer, effectivement. Il n'est pas à l'aise du tout, j'avoue que cette prestation, il n'était pas à l'aise. Il n'était pas à l'aise, une grande émission de télévision comme ça, et il aurait dû s'attendre en fait à ces questions-là, je pense. Et par ailleurs, je l'ai présenté pendant 5 heures. De Rogne, il y a une vidéo de 5 heures. Si vous estimez qu'il n'y a rien dans notre programme, alors qu'est-ce qu'il y a dans le programme du Parti Socialiste? Voilà. Pardonnez-moi. Qu'il y a rien. Alors, elle dit, je n'ai pas dit qu'il n'y a rien. Elle a dit, ça se résumait à 3 choses. Mais bon, c'est un peu d'ailleurs son collègue qui a dit c'est une blague, il n'y a rien. Entre guillemets, elle n'a pas, qui ne dit mot consent, elle n'a pas dit à son collègue au passage, je suis pas du tout d'accord. Donc, c'est bizarre que là, elle revienne, je n'ai pas dit qu'il n'y a rien. Excusez-moi, répondez-moi à ma question. Répondez-moi à ma question encore. Vous n'avez pas dit qu'il n'y a rien dans votre programme, vous voulez lutter contre le terrorisme des séparatistes régionaux, vous refusez la stigmatisation des Français de confession musulmane, vous lancez une grande politique publique de médecine douce. Alors c'est marrant qu'elle ait choisi ce passage, je trouve, sur la médecine douce, ça fait un peu pro-cannabis.
douce, quoi. Tu vois, médecine douce, voilà, c'est parce que c'est bizarre qu'elle ait pris ce passage-là, mais bon, parce qu'il y a plein d'autres choses dans le programme qui méritaient d'être soulevées, mais bon. Mais moi, je vous parle des 3 thèmes principaux Alors, qui étaient la sortie, répondez-moi, la sortie de l'euro, de l'Union européenne et de l'OTAN. Voilà, alors, elle est encore là, et puis vous avez vu comment elle est agressive, hein, répondez-moi et tout, machin. Il est même un peu étonné de cette attitude, parce que, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un de poli, et je pense d'honnête, et il a un peu étonné quand même de se faire malmener gratuitement. Ce sont des thèmes qui parlent aux Français. La faute à l'Europe, la faute aux Américains, ça parle aux Français. Alors la faute à l'Europe, la faute aux Américains, ce sont des thèmes qui parlent aux Français. Vous voyez à quel point cette dame dénigre notre intelligence, l'intelligence des Français, parce que en fait c'est la faute à l'Europe. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un de stupide qui n'a pas d'autre idée, puis finalement c'est la faute à l'Europe. Tout ça évidemment ne tient pas compte d'analyse, de raisonnement, d'informations qui ont été synthétisées d'années, des fois quand même d'expérience dans certains sujets pour pouvoir les comprendre. Donc cette dame, c'est la faute aux Américains, c'est la faute à l'Europe, et puis évidemment cette apologie, parce qu'on ne veut jamais revenir sur le véritable rôle des Américains, évidemment dans cette affaire, ça c'est du complotisme. Pourquoi ça ne se voit pas dans les urnes? Pourquoi vous faites Voilà, il a même pas le temps de répondre, vous avez vu, qu'elle est déjà en train de lui dire répondez, et elle le réenchaîne. Alors ça, c'est pareil, c'est une belle manipulation de montage. On voit Asselineau qui est presque sans réponse, incapable de donner une réponse, en fait, comment dire, Aléa Salamé. Alors vous avez comment on appelle ça, comment dire, Sardou, Michel Sardou excédé. Alors là, le son il est à la limite, le Sardou on va le perdre là bientôt. 41%. Mais les téléspectateurs ont la réponse. C'est que ce soir, nous allons avoir peut-être 2 millions de téléspectateurs qui me découvrent. C'est la faute aux médias. C'est la faute aux médias. Quelque part, c'est pas la faute aux médias, mais la notoriété est corrélée avec quand même l'appareil médiatique, et à un moment donné, si on ne vous invite pas nulle part dans des grandes émissions politiques, c'est vrai qu'il est encore difficile d'accéder à une partie de la population. Mais ce principe-là, c'est quelque chose qui est en train de changer grâce justement à l'émergence de tous ces nouveaux médias indépendants, voilà, qui fleurissent de partout. Je ne veux pas les citer tous parce qu'après ça fait des rivalités, voilà, mais c'est un fait. Mais écoutez, ça n'est pas On moi. avait 3 jusqu'à maintenant, Non, peut-être ça plus n'est que 2 maintenant. ça n'est pas moi qui le dis. Vous voyez encore cette complicité Caron, comment dire, Caron, Ruquier, avec ce petit regard complice lorsque Ruquier fait sa petite vanne genre on va perdre de l'audimat. Évidemment oui, avec Asselineau on va perdre de l'audimat, on va perdre des gens. Les études ont été faites très précises qui montrent qu'il y a une parfaite corrélation, une très forte corrélation entre le nombre de minutes passées à la télévision et le résultat dans les urnes. Vous le savez. Pourquoi vous marrez, Michel? Voilà, alors pourquoi vous marrez, Michel? Et ça c'est assez étonnant. Donc il y a l'intervention de Michel Sardou dans l'émission, parce que évidemment dans cette grande mascarade on a gardé les moments, parce qu'on voit bien que ça a duré longtemps. Là pareil, il y a eu une coupe, ça se sent, et puis hop, Michel Sardou. Michel Sardou, je vous vois vous marrer. Ah, Michel Sardou se marre. Michel Sardou a quelque chose à nous dire. Le fameux Michel Sardou. D'ailleurs, à la pause après, on va vous passer du Michel Sardou pour que vous compreniez bien qui est Michel Sardou. Non, rien, je vous en prie. Rien, je rigole depuis tout à l'heure, je me fous de ta gueule, mais j'ai rien à dire. Voilà, c'est ça Michel Sardou. Nous aussi Michel Sardou, mais on sait qui tu es Michel Sardou. Rigole. Vous connaissiez, vous, monsieur Asselineau, Michel? Non, je n'ai pas cette odeur, pardonnez-moi, monsieur, non. Voilà, cette vieille star un peu dépassée, je veux dire, je crois que Michel Sardou va nous faire la démonstration qu'il existe bien une ménopause de l'intelligence. Donc on va ensuite entendre Michel Sardou. Je pense que si la question que posait Léa, c'est pourquoi, alors bien sûr les médias, certes, ils ont bon dos, ils ont toujours un grand chapeau. Ah oui, un monsieur qui est invité depuis 30 ans à la télé, voilà, les médias ont un bon dos, un bon grand chapeau. Vous allez voir que ce monsieur finalement, soit il n'a plus que 3 neurones qui se battent en duel, faut-il qu'il parte à la retraite comme Johnny Hallyday. En tout cas, il n'a visiblement plus fait fonctionner son cerveau sur certaines choses, et là vous allez le constater.
mais naturaliser TF1... Alors, commence par un lapsus, très drôle, naturaliser TF1, effectivement, c'est un lapsus, parce que oui, naturaliser TF1, c'est que TF1 revienne à la nature des choses est mise en la nation, donc pour le moment, le lapsus démontre que Asselineau a raison. Nationaliser, pardon. Voilà, on s'aperçoit du lapsus. TF1, pardon, du lapsus. Parce que pour l'instant, ils sont bien naturalisés. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors cette vieille star en déperdition va nous expliquer que finalement... Attention, mais franchement, revenir à l'ORTF, vous savez, c'était pas... bon. Voilà, revenir à l'ORTF. Donc, nationaliser TF1 serait revenir à l'ORTF, selon Michel Sardou. Alors qu'à aucun moment, on a parlé de l'ORTF, de recréer l'ORTF ou quoi. Non, on a parlé de renationaliser une entreprise privée pour laquelle on a accordé une concession. Bon, ça ne veut plus rien dire. On est dans un monde qui a tellement changé. On a des échanges, que ce soit Internet, que ce soit la télé, que ce soit la radio, partout. Tout s'échange. Donc, bon... Tout s'échange. Donc au nom du libre-échange. Donc ce monsieur, voilà, nous explique, c'est tout s'échange. Une télévision, oh bah non. Et qu'est-ce qu'il pense d'ailleurs du fait qu'une télévision puisse être contrôlée par une puissance étrangère? Nationaliser une télé, bon. Moi, vous savez ce que je me demande, c'est pourquoi l'État a autant de télévisions, moi. Ah bon? Pourquoi l'État a autant de télévision? Mais l'État ne possède pas tant de télévisions que ça, monsieur Sardou. Hein, l'État a quoi? A 3 télévisions, me semble-t-il. Hein, France 2, France 3, hein, oui, alors oui, vaguement, le groupe France O, France 4, France 5, Arte, mais tout ça, c'est un peu la même chose. Canal+, c'est un groupe privé, M6, c'est un groupe privé, TF1, c'est un groupe privé. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il possède de trop, l'État? Et puis lui, ça ne le dérange pas de savoir que les Américains puissent posséder TF1. Non, bah, tout va bien, hein. Et puis regardez TF1, ce qui est devenu d'ailleurs TF1, une chaîne qui fait la promotion constante de l'Amérique, je le dis haut et fort, bah oui, de toutes les émissions sur TF1, elle finit systématiquement par le français qui vit en Amérique, le boulanger machin qui a réussi à New York, un reportage en Amérique sur des Américains, etc. Il n'y a que ça, des séries américaines, etc., etc. TF1, c'est une chaîne qui fait la propagande de l'américanisation constante, et ça, il faut en prendre conscience. Donc, Monsieur Sardou, là, quand il nous dit « Oh bah, une chaîne de télé, ça n'a pas d'importance, c'est rien du tout. Hein. » Ah si, l'Erika n'était pas là, hein, Monsieur Sardou. Pourquoi ils en ont 6? Il faudrait les économies, non? Ils vendent, et puis voilà. Pourquoi ils ont des télés? Voilà, ils font le discours simpliste, vous savez, le grand bourgeois décalé complètement des réalités. Oui, oh bah, pourquoi ils ont des télés, l'État, hein, oui, pourquoi on les donnerait à IBM, les télés, et à Coca-Cola? Alors, monsieur Sardou, ah bah oui, c'est sûr, vous, ça vous dérange pas. En plus, je crois qu'il vit à Miami. Donc oui, c'est sûr, ça vous dérange pas. Parce que monsieur Sardou, sous ses apparences de patriote pro-français, a ce discours libéralo-mondialiste, d'une espèce de caste comme ça. Donc cette vieille star en déperdition, je suis désolé. Hein, il raconte maintenant des grosses conneries sur les plateaux télé. Je suis désolé, monsieur Sardou, bon, il racontait déjà avant, on me dirait. Mais là, on est vraiment, comme je disais, la ménopause de l'intelligence. Il est temps pour lui de partir à la retraite. Son cerveau, d'ailleurs, semble-t-il, a déjà fait la balle. Je voudrais préciser que nous proposons la renationalisation de TF1, point. On ne propose pas la renationalisation de tout. Voilà, déjà, ça me paraît évident. C'est vrai qu'on ne parle que de TF1. On interdit de beaucoup de choses. Hein. Non, on propose... Il est encore énervé, le caron, mais qui... Tu vois, c'est pas des réponses, parce qu'il se permettrait pas le quart du 10e de ça devant Bernard-Henri Lévy, devant Arthur, devant devant Finkielkraut ou quoi, hein. Là, il baisse, il lâchera le sol s'il faut, quoi. Mais là, devant Asselineau, on se permet tout, limite, il allait lui cracher dessus bientôt, mais c'est quand même extraordinaire. Il manquerait, non mais je vous assure, on en est là, quoi. On propose d'un vote. Et ouais, en plus, je regarde cette façon méprisante, puis je regarde mes documents, je te méprise, je te calcule pas, bon, voilà, hein. Ça aussi, c'est une façon de faire. Alors là, voilà, Sardou qui fait sa gueule jusqu'en bas pour le regarder, c'est hallucinant. Venir au programme du Conseil national de la résistance de 1944-40. Alors là, Sardou, vous voyez, ils ont fait référence encore au programme de la résistance. Sardou, lui, envoie sa tête, genre,
Ça l'emmerde le programme, le Conseil national de la résistance, hein, parce que je pense que M. Sardou, en plus, c'est un ignorant, hein, mais est-ce que lui, qui a bien vécu, hein, qui n'a jamais connu, évidemment, qui n'a jamais eu de problème, parce que Sardou, vous savez très bien hein, que c'est un enfant, fils d'eux, hein, de Jacky Sardou, et son père aussi, très connu, donc forcément, lui n'a pas eu à s'inquiéter pour son avenir, n'a pas connu la déchéance hein, qu'ont connu la classe moyenne française, hein, ont connu les classes moyennes françaises, et donc forcément, pour lui, il voit d'un bon oeil ce monde libéralo-mondialiste hein, bien ouvert, parce que quand on a les moyens évidemment de se payer des billets d'avion pour aller à Miami l'hiver, on trouve ça très bien la mondialisation, mais lorsqu'on vit à Saint-Denis dans une vieille cité toute pourrie, hein, et qu'on voit tout son environnement se dégrader sans avenir de chance de travail ou quoi, eh ben, la mondialisation, on la voit pas pareil. Voilà, c'est tout. Qui a fait le bonheur des Français, figurez-vous. Voilà. Voilà, oui, c'est vrai. Il insiste peut-être même pas assez là-dessus, parce que c'est vrai que s'il y a quelque chose, quand même, dans du programme du Conseil national de la résistance, c'est que la France a fonctionné. Ça a fonctionné, en tout cas, le programme. Hein, après, on peut le dire ce qu'on veut, ils l'ont enterré, mais ça fonctionne plus depuis. En tout cas, c'est ce qu'on peut dire. Donc, par ailleurs, vous, Michel Sardou... Ça fait un moment, là, quand même. Alors, voilà, Michel Sardou est effaré de cette déclaration. Oh, bah, comment ça, on a été heureux depuis bah oui, moi j'étais déjà heureux dans les années 70, hein, bah oui, j'étais déjà très bien. Je vous rassure, je me suis senti heureux depuis quand même. On a quand même eu Hitler dans les Ardennes, voilà. Point Godwin, ça va vite là. Ah ben même dans le talk show chez Ruquier, même ça, on arrive au point Godwin, cherchez pas, on y arrive toujours. Comment Bah, je sais pas, enfin, depuis 45, vous vous rendez compte? Ça les fait rire, ils le trouvent rétrograde. Regardez-moi cette petite bourgeoisie mondialiste, heureuse d'elle-même. Hein. Ils gagnent tous ces gens gagnent certainement bien plus de 10 000 euros par mois. Hein. Ils sont heureux de vous dire, ah bah nous les jours heureux, ils sont là aujourd'hui. Bah oui, les jours heureux, ils sont là pour vous aujourd'hui. Hein. On pense qu'à sa gueule. Heureux dans l'histoire de la France quand même. Ah bah d'autres jours heureux, oui, il y en a eu évidemment des jours heureux à titre personnel, mais là on parle d'une communauté, on parle d'un pays entier, il ne s'agit pas de parler de sa petite personne, oui, qui gagne 25 000 euros par mois, qui est certainement très heureux. Ben oui, on vous parle de la communauté dans son ensemble, le pays n'a jamais connu une telle crise, c'est ça qu'il veut expliquer. Mais ces gens-là sont incapables de comprendre ce discours-là, ça les fait rire, c'est rétrograde tout ça. Oui, mais vous savez, la création, le lancement de la construction européenne date de 1950, donc c'est tout à fait la même époque. Voilà, on fait des relations, vous voyez, qui ne sont plus, je trouve, un peu hors débat. On s'est foutu de sa gueule, et là on a bien vu un plan de coupe où il rebondit sur quelque chose qui est un peu hors propos. Il y a tellement de pays à côté de l'Europe, de l'Union européenne, qui veulent rentrer dans l'Union européenne. Ils sont fous, ils sont mal renseignés. Non. Alors, voilà, ça c'est la question, évidemment. On veut lui dire, ah bah oui, pourquoi tout le monde veut rentrer dans l'Union européenne et vous voulez en sortir alors que tout le monde veut y rentrer. Alors, il va donner, là pour le coup, une anecdote assez jolie, et puis vous allez voir comment il va se faire, comment on va le prendre très fallacieusement, l'argument qui va être présenté. Vous savez, c'était parce que lorsque la Calas s'était mariée avec Onassis, Ouais. les journalistes avaient dit à la Calas, mais pourquoi vous, si belle, vous vous mariez avec ce vieux grigou? Elle avait répondu, mais c'est parce qu'il est beau comme Crésus. Voilà, bon là il est drôle, Célineau, il donne une bonne anecdote, évidemment, en rappelant cette affaire avec la Calas Onassis, et voilà, on a tous compris les mots comme Crésus, donc évidemment ces pays de l'Europe de l'Est qui souhaitent intégrer l'Union européenne, pourquoi? Parce que évidemment ils vont bénéficier de fonds structurels, et des fonds structurels qui vont servir à leur développement. Mais vous croyez quoi? Et tout le monde le sait, les pays voilà, qui sont à l'Est sont largement excédentaires dans leur rapport à l'Union européenne. La France, elle est déficitaire, mais pas ces pays-là. Ces pays-là, ce qu'ils donnent, ils reçoivent beaucoup plus que ce qu'ils donnent. Et c'est bien pour ça que, oui, ça intéresse des pays de rentrer dans cette Union européenne avec toute la corruption que ça représente. Parce que vous pensez bien, tous ces hommes politiques locaux qui vont avoir des postes à 15 ou 20 000 euros par mois, vous croyez que ça, pas que ça intéresse des gens? Tout d'un coup, il y a pas mal de gens qui sont pour l'Union européenne, je vous le dis.